Bienvenue aux artistes au cœur de la cause. On a avec nous aujourd'hui JC Lauzon. Bonjour. Ouais. J'avais très hâte de te rencontrer parce qu'écoute, tu as été celui qui a un peu bercé les galas Juste pour rire de mon adolescence. Ah bon? Oui. Ah. Effectivement. Et écoute, on pourrait tellement en dire long sur ta carrière. J'aurais pu faire une entrevue de 8 heures facilement. Ah mon Dieu! Pas sûr! C'est vrai. Non, absolument. Écoute, conférencier, acteur, musicien, humoriste. T'en as fait beaucoup. Ouais. Et t'as commencé, toi, à faire du théâtre à 19 ans. Oui. Et tu as également aussi été propriétaire du théâtre de Sainte-Marguerite du Lac-Masson pendant 3 ans aussi. Qu'on est en train de démolir. Pour vrai? Ouais, c'est un bel immeuble art déco. 1937, je pense. Ouais, un premier centre d'achat en Amérique du Nord, apparemment. Puis, ouais, c'est triste un peu, mais ça va dans la foulée des maisons de Chambly, puis de toutes les affaires. Des vides administratifs, finalement. Ils laissent pourrir les bâtiments patrimoniaux pour les raser. Vide, c'est un bon mot. C'est un bon mot. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le théâtre, JC? Ah, le théâtre, c'est merveilleux, le théâtre. Ça signifie se sortir de soi pour prendre la peau de quelqu'un d'autre, puis voir comment est-ce qu'on peut être quelqu'un d'autre. Ça oblige à jouer, le jeu du comédien. Ça oblige à se connaître, à connaître les autres, à observer. Le théâtre, c'est presque tout, là. C'est la source de... Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai pas fait ça longtemps parce qu'après ça, je suis devenu chansonnier. Oui. Ouais, c'est plus ça qui a été mon sentier. Est-ce que ça t'a quand même aidé de sortir de ta coquille finalement? Parce que tu étais quand même très jeune, ouais. Ah oui, absolument. Le théâtre. Au fait, ma première pièce de théâtre à l'école, quand j'ai levé la main, le prof il a dit « Qui veut faire du théâtre? » Puis j'ai levé ma main, mais j'ai rougi en même temps parce que je me dis « Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, ils vont dire. » Puis dans l'audition, parce qu'on avait levé notre main, puis après ça, on faisait des auditions. Puis dans les auditions, j'ai fait rire tout le monde. Je pense que j'ai une nervosité qui fait rire, ou en tout cas, cette fois-là, ça avait super marché. Puis cette année-là, oui, mesdames et messieurs, j'avais gagné un trophée de meilleur comédien de l'école. J'étais vraiment content. C'est le seul trophée que j'ai gagné dans ma vie. Mais la première année, quand même. Ouais, la première année, ouais. Puis, c'est une pièce, un rôle de composition, puis ça m'a libéré de mes gênes, mes complexes. D'ailleurs, l'année d'après, j'étais devenu grosse tête, et je jouais dans plein de pièces, puis voyons, attends, calmons-nous, là. Jouer, c'est le fun, t'es applaudi, mais ça peut aussi t'enfler. Gonfler l'ego un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça m'est pas arrivé. OK. JC, tu es l'aîné d'une famille de 7 enfants et tu dis avoir vécu ce qu'était que la violence verbale durant ton enfance. On dirait que tu cherches un peu à conscientiser les gens là-dessus et tu en as même fait une conférence. Ben oui, au fait, ça, c'est, Myriam, c'est parce que j'étais professeur dans le Téléroman Virginie qu'on m'offrait d'aller parler à des étudiants, puis j'ai beaucoup œuvré pour la persévérance scolaire. Puis, mais c'est que, dans le fond, le thème, c'était l'intimidation, la violence verbale, puis je me suis mis à fouiller sur le sujet de la violence verbale, puis moi, j'étais déjà humoriste aussi avant d'être dans Virginie, puis les recettes, des jokes, tout ça, tu sais, des gros mots, le ton qui lève, le rythme du discours quand t'engueules quelqu'un, les coups bas, tout ça, c'est des trucs d'humoristes. Mais c'est de la violence verbale camouflée un peu. Bien, c'est de la violence verbale rendue drôle, ou pointée du doigt, puis rendue acceptable. C'est plus facile de comprendre la haine ou le mépris ou la hargne de quelqu'un sur quelque chose quand il dit, puis qu'il exagère, puis que ça finit par être drôle. Ouais. Un peu comme la musique fait avec les affaires tristes. La musique fait avaler des messages très tristes, mais elle les fait avaler mieux parce que c'est plus harmonique. La violence verbale, ça m'a beaucoup surpris que la recette de la violence verbale, c'est quasiment, en tout cas pour une bonne part, parce qu'il n'y a pas juste de l'humour comme ça, mais c'est pour une bonne part une recette de joke. Ça m'a vraiment... Alors oui, j'ai fait une conférence là-dessus, puis je ne suis pas un conférencier, corporatif.
Ouais. Comme on en voit souvent, c'est ça. Peut-être, ouais. Quoique j'ai jamais fait des corporations, des bureaux d'avocats, tout ça, parce qu'au fait, c'est sur la conversation que ça a bifurqué. Parce que l'histoire de la conversation, c'est une histoire extraordinaire aussi, une histoire de comment les gens se parlent, comment les gens échangent des idées puis des sentiments. Et la violence verbale dans la conversation, c'est assurément un défaut. Une conversation qui finit en dispute, c'est pas une conversation, c'est une dispute. Exactement, oui. Alors, c'est parce qu'il y a comme un sous-thème à cette histoire de violence verbale et humour, c'est la conversation en personne, puis les défauts de conversation. L'inattention, la dispute, comment dire, vouloir tout ramener à soi, vouloir avoir le dernier mot tout le temps. Il y a plein de défauts de conversation qui aujourd'hui sont exacerbés par les téléphones cellulaires ou la conversation en différé. C'est vrai. Qu'on fait. En tout cas, j'espère que je ne suis pas trop universitaire en matin. Du tout. C'est l'analyse de tout ça que tu fais finalement dans cette conférence-là. Ouais. C'est un côté sérieux. C'est le fun de faire des conférences parce que le côté sérieux, il sort. Puis j'ai le goût, tu sais, c'est pas parce que tu as fait humour pendant 15 ans que tu n'as pas un fond sérieux. Puis en vieillissant, je trouve que c'est vers la musique que je réussis à faire autant ce qui me choque que ce que j'adore. Pour faire passer tes messages. Ouais. JC, tu as fait beaucoup de télé. On t'a vu à TQS dans Sans Limite. Tu as également animé Métropolis à Radio-Canada, qui est un grand show de variété. Avec tout le bagage que tu as, qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune qui veut débuter, devenir acteur ou animateur? Oh là là. Toute une question. C'est une bonne question, Myriam. C'est parce que ça a tellement changé, le milieu, je trouve. D'ailleurs, tu sais, j'étais comme 15 ans dans ce téléroman-là, 12 ans sur 15 dans Virginie, sur les 15 ans que ça a duré. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'ai pas mal perdu de vue. J'avais toujours un pied sur scène, je faisais de l'animation, j'ai eu le cabaret théâtre pour ça. Je voulais vraiment être devant le monde. Et pour ça, je faisais des conférences par là. Mais je veux dire, il reste que Virginie, ça prenait tellement tout mon temps, c'est une quotidienne. Qu'est-ce qu'un jeune peut faire? Moi, je dis, fais tout ce que tu peux faire. Fais tout ce que tu peux faire, fais-le le mieux possible et dis-le le plus de monde possible. Aujourd'hui, c'est plus complexe que c'était. Moi, je trouve que pendant ces 15 ans-là, j'ai perdu contact un peu avec comment ça se faisait, les shows, même de quoi ça parlait. Parce que je pense qu'il faut lire les journaux, il faut s'informer, il faut être présent sur les réseaux. C'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. En fait, j'aurais dû dire... Excuse-moi, fais pas ça, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Là, chez vous va étudier dans d'autres choses, c'est compliqué. Va étudier dans d'autres choses. Non, mais en plus, c'est que c'est vrai que c'est quand même contingenté. Vraiment, plus ça va, plus il y a de la relève dans toutes sortes de branches de l'humour absurde, de l'humour, écoute. Ouais. Yeah. Alors, mais dans le fond, c'est d'intéresser du monde autour de toi. Qui vont intéresser une plus grosse gang encore autour de ce que tu as à raconter. Puis si ce que tu as à raconter est bien raconté avec tous les talents que tu peux avoir, ça va marcher. T'sais. Mais ça se peut aussi que ça marche pas. Puis combien d'histoires de génies ont été occultées à travers les temps parce qu'on n'en a pas parlé. Mais on les a célébrés à leur mort, finalement. C'est pour se rendre compte que c'était exceptionnel ce qu'ils avaient fait. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. On s'en rend compte peut-être trop tard. Donc, finalement, c'est de toujours rester dans la créativité puis de faire ce qu'on aime dans le moment présent. Le plus possible, faire ce qu'on aime parce que tu ne peux pas avoir du succès à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça paraît. Moi, j'ai toujours dit aussi que sur scène, ce que tu caches paraît le plus. J'imagine, oui. Si tu es nerveux et tu essaies de cacher ta nervosité, le monde, c'est la première affaire. Puis l'autre affaire que j'ai lue dernièrement, que je trouve vraiment bon comme message, c'est une conférencière, je ne me rappelle pas son nom. Elle disait, le monde ne se souvient pas de ce que tu as dit. Le monde ne se souvient pas de comment tu l'as dit. Le monde se souvient de comment tu les as fait se sentir. Fait que si tu les fais se sentir bien, les gens, quand tu racontes ton message, quand tu fais ton discours ou que tu parles, ils vont se rappeler de ça. Je me rappelle pas, mais en tout cas, c'est le fun. OK. C'est une question d'énergie puis de vibration. Oui, de vibration. Hey, ça, c'est un beau mot. Ah! J'ai l'air de rien, mais des fois... Tes parents, t'as-tu des hippies, là? Vous parlez de moi? C'est des artistes. Ah oui? Des artistes? Oui, peintres et sculpteurs. OK. Oui, parce que c'est vrai que les vibrations des couleurs,
La vibration sculpteur. Oui. Un papa sculpteur? Oui, ben absolument. Mon Dieu, on dirait que c'est moi l'invité, mais oui, mon père est sculpteur pour les commerces de pointe, absolument. Il utilise l'ancienne méthode des doreurs d'église avec de la feuille d'or 22 carats sur ses enseignes. OK, intéressant. Oui, oui. Wow. On va revenir à toi, par exemple. On parlait de Pierre Lacaille tout à l'heure. C'est un rôle que tu as tenu durant 15 ans. Et oui, hein? Tu l'as incarné 12 ans sur 15. 12 ans? Oui, parce que j'ai pris une sabbatique après 9 ans, j'étais plus capable. Ah ben, OK. Non, on te comprend. Ouais. Écoute, tu l'as incarné tellement longtemps. Est-ce qu'il y a des traits de caractère de ce personnage-là qui sont un peu restés avec toi? On l'espère pas, mais... Il y en a certains. Ce qui est drôle de ça, là, c'est que moi, j'ai joué ça longtemps parce que j'ai aimé le discours que Lacaille avait, que Fabienne Larouche faisait de Pierre, oui. Ouais. Parce que c'était, tu sais, ça allait avec moi, là. J'étais un rebelle, là, quelque part, dans le fond de moi. Puis lui, il critiquait la société, le capitalisme. Qu'est-ce qu'on critique aujourd'hui dans les médias? On n'a plus le droit de critiquer grand-chose, effectivement. Ouais. Non, mais s'il y en a qui critiquent, ils critiquent le capitalisme, pareil. Oui, c'est vrai. La société marchande, les banques. Puis moi, j'étais là à la TV à gueuler contre les banques. Moi, je trouvais que c'était inespéré pour un rebelle comme moi, un peace and love, là, qui était devenu un 68 heures avec ses idées de communiste, là. Moi, j'ai aimé ça. Par contre, les gens ont retenu beaucoup le côté courailleux de Lacaille. Et ça, moi, je peux pas m'en plaindre parce que tout le long, j'étais pas marié à une, tu sais. J'avais des problèmes tout le temps parce que j'étais pas possessif. Fait qu'il y avait deux aspects de ce personnage-là qui... Bon, il y en a un que j'aurais aimé que les gens retiennent peut-être plus le côté social, politique, mais j'avais tellement des belles filles autour de moi tout le temps. Tu te plains pas de ça, là. Le gars se plaint pas de ça, non, c'est ça. Puis, mais le monde a retenu beaucoup ça aussi. Fait que, je sais pas, mais il y a un côté chialeux que j'ai, là, un côté critique. J'aime ça. Oui, j'aimais ça chialer dans ce personnage-là. D'ailleurs, moi, j'ai braillé spontanément quand on a annoncé la fin de ça. Ah oui? Ouais, ça m'a... J'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai... Ben, parce que j'aimais ça. Puis, tu sais, c'était... la sécurité économique, il faut dire aussi, c'est pas rien. Là, quand tu as un rôle comme ça, que tu joues tous les jours, ça m'a peut-être pris un peu trop même de ma vie. Regarde, je te disais, quand je suis retourné sur scène, après, j'ai eu de la misère à m'adapter, puis j'étais encore en train. Mais là, j'ai pas mal trouvé mon sentier, là, ma façon. Mais il reste que j'ai été quelqu'un d'autre. Hein? Oui. Mais l'autre affaire qui est drôle, c'est que j'ai étudié pendant que j'étais professeur. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça t'a permis de faire une maîtrise en communication. Ouais. Et quel a été le sujet de cette maîtrise-là? C'était le zapping. Le zapping, les effets du zapping sur la conversation. Parce que je me rendais compte que plus on faisait des missions, plus je trouvais que le temps rétrécissait. Et puis au lieu d'avoir 2 invités, mettons, dans 1 heure, ou même un, pendant 1 heure, ça existait avant, dans le temps des années 60. Oui. Mais là, je trouvais que... Puis j'ai lu là-dessus et ça m'a... Oui, j'ai fait un mémoire là-dessus. Le zapping, parce que... Mais ça avait été fait, ce travail-là. OK. Qui l'avait fait? Les publicitaires. Parce que les publicitaires, c'est les plus préoccupés par le zapping. Alors, pourquoi est-ce que le thème d'origine, le thème de l'émission, tu sais, ça durait 1 minute à quart, 1 minute et demie, ben, ça a disparu, ça, parce qu'ils se sont rendus compte, des publicitaires, que le monde zappait pendant ce temps-là. Il y a un temps où, il y a longtemps, pendant on a eu 2-3 postes, on ne zappait pas facilement, mais quand les 400-500 postes sont arrivés, là, le zapping est devenu vraiment comme pour les annonceurs, un fléau. C'est un sujet super intéressant. Vraiment? Tu parles de TV, là, comment est-ce que finalement il y a le contrôle du discours là-dedans. Alors, c'est dangereux. Puis même les animateurs parlent plus vite. Il y a comme un petit stress, surtout une urgence en télé, parce que la crainte en filigrane, là, c'est ils vont-tu écouter jusqu'à la fin, ils vont-tu zapper. Alors ils ont fait, c'est un peu ma conclusion là-dessus, c'est qu'ils en sont venus à faire des émissions pré-zappées. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte, mais l'image a changé, puis le sujet a changé, puis là, fait que c'est comme si tu avais zappé. Et ça, c'est le truc le plus
mais plus subtil, ou en tout cas... Sournois, on peut dire aussi. Ou sournois, oui, c'est ça, pour éviter le zapping. OK. En tout cas, c'est un sujet dont on pourrait parler vraiment longtemps, mais oui. ça... c'est ça, le personnage de Virginie m'a amené à l'école, finalement, puis m'a fait porte-parole, puis, tu sais, ça a fini par être... oui, c'est sûr que je suis devenu je suis resté un peu... marqué. Marqué, oui. J'ai postulé, d'ailleurs, pour un emploi que je pense bien avoir pour enseigner ici à l'école secondaire Fernand Lefebvre. Au niveau de l'actorat? Non, l'anglais, le français, l'histoire, de la suppléance, il manque beaucoup de suppléants, là. Puis là, d'avoir étudié, ça me permet ça. Wow. Je suis super content, j'ai hâte de voir les étudiants. Eh bien, d'avoir JC Lauzon comme professeur, ça serait, écoute... Je sais pas, hein? Vraiment. Ah, j'ai hâte. JC, tu dis qu'un public qui rit en chœur et qui chante en chœur, ça constitue un peu le même plaisir. Oui. Il y a comme une espèce d'énergie spéciale quand une foule se met en cohésion. Est-ce que c'est à cause de ça que tu intègres beaucoup de chansons dans tes spectacles? Oui, je suis resté chansonnier, puis l'humour, c'était comme un petit raccourci, je dirais, pour aller plus vite vers la télévision. Les années 80, tu voulais devenir populaire, tout ça. Mais dans le fond, dès que j'ai repris la musique. Puis là, tu vois, là, ça s'enligne pour être très musical. Je chante dans les résidences. Oui. Je chante dans les fêtes nationales, puis je chante dans les résidences. Je disais, ça va, mais quand tout le monde chante, ça fait longtemps que je dis ça, là, quand tout le monde chante, c'est aussi beau qu'un rire en chœur ou chanter en chœur, effectivement, c'est... La même énergie. C'est une belle énergie, puis c'est ça qui est difficile d'unir aujourd'hui dans le public, parce que le public, il est fragmenté. Le public, il n'écoute plus la même émission la veille. C'est rare. Il y en a quelques-unes, là, des émissions que tout le monde écoute, mais une chance. Mais il reste que le public est souvent fragmenté. Question de génération. Ouais. Alors, là, je fais des vieilles chansons. Quand je fais des vieilles chansons dans les résidences, puis que je vois j'entends tout le monde chanter, pour moi, c'est le plus beau travail social que je pourrais faire. Ça doit être extrêmement valorisant. Ah, c'est le fun, là. Ça crée des émotions chez les gens aussi qui souffrent de solitude la plupart du temps. Partons, La Mère est belle, la semaine passée, pour la fête des mères. Il y a un monsieur, je sais pas si ça y est arrivé, je l'ai pas su, mais il était en larmes, tu comprends? Parce que tout le monde chante cette chanson-là, ça c'est... Félix Leclerc, il disait ça, hein, que le Québec est un peuple, comment dire, se fragmenté, excepté quand il chante. Quand tu chantes, il y a une unification qui se fait. Puis le monsieur, en tout cas, en larmes, après cette chanson-là, puis je me disais, mon Dieu, c'est une vieille chanson, là, tout ça, mais elle veut dire beaucoup de choses. Elle a joué souvent, puis elle est dans le cœur des gens. Quasiment tous les Québécois, là, tu sais. Ça doit être très valorisant. Ouais, c'est le fun. Félicitations, je trouve que c'est une belle mission. Ouais. T'arrêteras pas ça, tu vas continuer ça. Ah, ben non, certain. Non, j'en ai. Ouais. Mais là, d'ailleurs, je vais faire une croisière. C'est là-dessus que je table présentement. Ça, puis des petits rôles au cinéma là, que je suis bien content d'avoir aussi dans le film de Guillaume Venn, Rêver ma vie, Vincent Biron, Les barbares de la Malbaie. Je suis content, 2 petits films. Mais je dis des petits, je devrais pas dire des petits films parce que c'est 2 films de cinéastes émergents. Puis je trouve ça le fun d'être là-dedans. Mais là, je prépare ma croisière aux îles de la Madeleine. Ça fait des années que je voulais faire ça. À arriver sur un bateau, puis pendant une semaine, avoir un public, un peu comme au Club Med, peut-être. Avoir le même public pendant une semaine, puis un soir leur faire du rétro, un soir leur faire du country, un soir leur faire du folklore, parce que ça tombe, c'est du 21 au 28 juin, c'est pour CTMA, là, le bateau qui va aux îles de la Madeleine. Fait que là, je suis là-dedans, puis je suis dans les chansons, puis je les repêche toutes, celles que je chantais aux Deux Pierrots même, là, puis j'ai beaucoup de plaisir de ce temps-là, je sais pas, j'ai atteint un peu, c'était un peu plus dur après Virginie, une couple d'années, mais là, je sens que, puis je suis aidé de Corinna Bastiani, qui est de Sorel-Tracy, tout le monde connaît, et vraiment, merci, elle m'aide beaucoup, puis c'est le fun. C'est le fun, parce qu'à 60 ans, il faut que tu te... Réinventes. Oui, au fait, il faut tout le temps que tu te réinventes. Même les plus jeunes qui nous écoutent, ils vont avoir à se réinventer beaucoup plus rapidement que moi, mettons. Là. Oui, parce que la société avance tellement plus vite toujours. Tout va plus vite, c'est ça. Fait que, il faut... préparez-vous. JC, tu es un grand passionné d'histoire. Tu as beaucoup de respect pour les archéologues, les historiens. Tu dis que ce sont des gens qui nous font voir l'histoire d'une autre façon que l'histoire officielle biaisée. Oui. En quoi tu trouves que l'histoire qu'on nous enseigne est biaisée?
Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça aussi. Elle est biaisée dans le sens que on oublie. Tous les historiens racontent des histoires, dans le fond. Puis il y en a même qui disent que tous les historiens, dans le fond, font une fiction de ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est passé. Quand l'histoire est écrite, l'histoire, par exemple, des Patriotes à Saint-Charles, oui. J'ai vu dans un merveilleux livre de Anne-Marie Sicotte, une histoire inédite des Patriotes, combien, je ne me rappelle plus du nom du général, là, mais c'était Colborne en tout cas, mais c'était pas lui qui était là à Saint-Charles, mais en tout cas, lui, il a fait une histoire extraordinaire de ça. C'est la victoire des Anglais sur les Patriotes. Mais l'histoire que les Patriotes, eux, se racontent, c'est un autre complètement différent. Et là, il y a un autre courant depuis, je dirais, depuis les années 90, avec Howard Zinn, c'est l'histoire populaire, l'histoire vue d'en bas. Parce que l'histoire, souvent, elle a été vue d'en haut. Elle est dite par ceux qui sont en haut, oui. Qui sont capables de se faire une peinture d'eux victorieux, qui sont capables de faire pondre un livre qui va « Voici comment j'ai vaincu, blablabla ». Mais l'histoire vue d'en bas, c'est les enfants, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient, où elles étaient, les travailleurs, les soldats, c'était qui les soldats? Comme nous autres, on pense que en relisant l'histoire des Patriotes, je suis beaucoup des Patriotes de ce temps-là, parce que j'ai rencontré M. O'Neill Perrier de Saint-Denis, de Richelieu, un archiviste, puis moi j'aime le discours des historiens, c'est sûr, la Société d'histoire du Sorel-Tracy, extraordinaire, en tout cas. Mais là, j'apprends que les Patriotes, c'est pas du tout qu'est-ce qu'on sait des Patriotes qui est vraiment vrai. En fait, on sait pas grand-chose parce qu'on vit dans un pays britannique, finalement, plus que à vocation, canadien. Ouais. Et l'histoire des Patriotes, pour eux autres, c'est une victoire. C'est une victoire sur une gang de rebelles. Mais dans le fond, ce sont nos héros. C'est pour ça que je dis qu'elle est biaisée, c'est parce qu'on occulte beaucoup. Nous autres, quand ils ont fait The Story of Us, ça, il faut le dire, les Anglais, en tout cas à Ottawa, ils ont fait The Story, notre histoire. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ils ont oublié de parler des Indiens, ils ont oublié de parler des Acadiens, puis ils ont même oublié de parler des Canadiens français. A Story of Us, ben oui. Ben oui, c'est vraiment, c'est l'histoire de eux autres, finalement. Exact. Au Canada, on a un problème avec ça, parce que c'est quoi notre histoire? Les Canadiens français, les Québécois, puis même au Manitoba, puis tout ça, en Acadie, on n'a vraiment pas le même regard sur ce qui nous est arrivé. Et que les Anglais. Fait que l'histoire est toujours un peu biaisée. Il faut voir qui la raconte. Exactement. Si c'est un fédéraliste, si c'est un souverainiste, si c'est un féministe, si c'est un... tu sais, c'est tous des points de vue... des perceptions différentes. Qui obligent un autre regard. Je comprends maintenant pourquoi tu avais dit ça dans les médias. J'étais curieuse de savoir pourquoi tu parlais d'histoire biaisée. C'est très bien expliqué. L'histoire des Patriotes, c'est vraiment fantastique. Il faut, d'ailleurs, M. Perrier, il dit, il faut plus dire rébellion. C'est pas des rébellions, c'est des libérateurs. C'est des gens qui les ont libérés. J'aime ça. Et qui ont libéré, puis il y en a eu chez les Anglais aussi. Il y avait des loyalistes qui trouvaient que la clique du château, puis le Family Compact, là, qu'ils appellent, les cliques qui avaient toute la business du Canada, il faut le dénoncer aujourd'hui. On n'a pas pu en parler souvent, ou en tout cas, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas enseigné à l'école. Ça va pas bien. Là. Pour notre histoire, là, il faut la raconter, puis il va falloir la raconter tout le temps, moi, je pense aussi. C'est pas une fois que tu l'as racontée, voilà, les enfants, c'est ça. À vous, maintenant, d'aller la raconter à quelqu'un d'autre, vrai. Sinon, on va l'oublier. Oui. Fait que cette histoire-là est oubliée. Moi, mon père m'a jamais raconté ça. L'histoire des Patriotes, ni ma mère. Tu sais... C'est un professeur d'histoire que tu devrais faire, pas d'anglais ou de français, JC. Vraiment, un professeur d'histoire, ce serait... Oui, t'as raison. Ben oui. C'est vrai. T'as raison. Mais je vais te dire que je vais trouver un moyen de glisser quelques bribes d'histoire. Sûrement. Si je parle en anglais, ou si j'enseigne l'anglais, ou si j'enseigne le français. JC, l'environnement, c'est très important pour toi. Plus particulièrement la protection de l'eau. Oui. Est-ce que tu trouves que nos Oui, écoutez, on le voit. Des tritons, ça? Ça, c'est des geckos. Des geckos? Des geckos ou des salamandres. À la mode africaine, en tout cas. Oui. Donc, la protection de l'eau, c'est important pour toi. Est-ce que tu trouves que nos municipalités, il y a encore beaucoup de négligence à ce niveau-là? Oh mon Dieu, ce serait porter une accusation sévère. Je pense que la préoccupation
est de plus en plus partagée autant par les municipalités que par le gouvernement, que par les mouvements mondiaux. La vision verte fait son chemin partout. Puis, mais oui, je suis préoccupé par l'eau parce que, au fait, tu vois, moi j'aime ça être concret. Parce qu'il y a des batailles à mener pour protéger l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau en bouteille, en plastique, à usage unique, qui plaît tant aux gens? J'aimerais ça le savoir. Parce que vraiment, tous les commerces sont là à nous vendre des montagnes de bouteilles de plastique à usage unique. Et c'est une pollution incroyable. Au fait, les gens ne savent pas. Écoutez-moi, hein, vous vous empoisonnez quand vous buvez cette eau-là, parce qu'on a découvert il y a du plastique. Il y a des microbilles de plastique dans les bouteilles de plastique. Ils vont maillir Nestlé, là, mais c'est pas besoin de leur amour. Exact. Mais écoute, il n'y a pas juste Nestlé, là, mais en tout cas, c'est vraiment... je trouve ça malheureux, puis les gens ne font pas confiance à l'eau du robinet. Et pourtant? L'eau du robinet est meilleure, est meilleure, il n'y a pas de plastique dedans, il y a peut-être d'autres choses. Des fois, il faut être vigilant. Autrement dit, on ne peut pas juste se fermer les yeux puis boire de l'eau de n'importe où. On a raison de se préoccuper de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Non, moi, c'est ça qui m'a fait aller en politique. Là. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est la base de tout. Donc, ça ne donne rien d'avoir un job, d'avoir un gros char, d'avoir une grosse maison, d'avoir un gros bateau, d'avoir toutes ces affaires-là que la société voudrait que tu travailles pour les avoir. Si tu n'as pas d'eau, tu t'en vas, tu meurs, tu sèches. Alors, ça... Je sais pas, on court trop vite, là, puis on regarde pas, là, qu'est-ce qui se passe, mais l'eau, les municipalités, moi, je pense qu'il faut cogner à la porte, il faut aller... conscientiser. Oui, il faut aller au conseil municipal, puis dire, écoutez, je pense que si, ça... les gens se préoccupent. Regarde, dernièrement, ça goûtait un peu ça goûtait pas un peu de pétrole là, dans l'eau? Ou le chlore, mais ça se peut-tu le chlore dans l'eau du robinet, mais en tout cas, peu importe, oui, c'est ça, c'était le chlore. Hein? Mais ça c'est sorti des journaux pareil, parce que le monde fait... Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller s'acheter des bouteilles de plastique pour... Tu sais, c'est toujours juste un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Et ça fait des continents de plastique aussi, c'est rendu incroyable. Ils disent que bientôt, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'eau. C'est pas une blague, c'est des scientifiques... C'est parce que là, on voit des amoncellements de plastique dans l'estomac des baleines. On voit des tortues qui grossissent dans des trous de six-pack. Vous avez vu ces images-là? C'est assez inquiétant comment... Moi, quand je vois des bouteilles de plastique par terre, ou n'importe quoi, que tu vois que le monde a pitché ça au bout de le bras... Tu les ramasses? Souvent, je les ramasse. Si je suis en auto, je... T'arrêtes, tu le ramasses? Mais il reste que... Je suis étonné de ça, puis je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Puis il faut encourager les municipalités à nous écouter, puis il faut nous autres aussi faire ce qui nous concerne. Poser des gestes au quotidien, juste changer les habitudes. Ça a l'air difficile, mais ça se fait rapidement. Mais l'eau, c'est parce que s'ils installaient des fontaines d'eau, oui, c'est vrai. C'est ça qu'il faudrait qu'il y ait. Si quand on se fait des meetings, tu sais qu'il y a une gang d'artistes qu'on boycotte, je fais partie de ce groupement-là, je me rappelle pas de leur nom, mais on boycotte les bouteilles de plastique en coulisses dans les loges. Parce que, qu'est-ce qui arrive avant un show, c'est que tu as une bouteille d'eau, tu prends ton verre d'eau, félicitations d'ailleurs, vous avez des beaux verres. Marie-Hélène. Quand tu prends une bouteille d'eau, puis là, tu en prends une gorgée, puis là, tu la déposes là, puis il y en a un autre qui prend une autre bouteille, puis à un moment donné, tu sais plus. Tu dis, puis là, tu as peur des microbes des autres. T'en débouches un autre. Fait que t'en débouches un autre. Fait que ça fait, on finissait les soirées, puis c'est arrivé souvent, des paquets de bouteilles d'eau à moitié vides, parce que les gens ont eu peur de, tu sais, c'était pas ma bouteille. Fait que ça, c'est de la pollution, c'est du gaspillage d'eau, c'est du gaspillage de plastique, puis c'est... Le moins possible. Le moins possible. C'est-à-dire, pas du tout, ça serait idéal. Exactement. JC, tes grands-parents étaient agriculteurs. Oui. Et qu'est-ce que Léandre Lauzon et Réna Proulx cultivaient à Sainte-Thérèse au début du siècle? Oh boy! Renseigné pour vrai! Ils faisaient des carottes. Ils faisaient pousser des carottes. Ils faisaient pousser du blé d'Inde. Ils faisaient pousser de la salade. Sarcler la salade, j'haïssais ça. Tu l'as fait? Oui, il a fait certains. Planter des oignons. Un trou dans la terre, un petit oignon, un trou dans la terre. Hey, ça, c'est de l'ouvrage. Ça part de là, peut-être, cette passion-là pour l'environnement, justement, parce que tu as été près de ça.
Ouais, ben disons que je n'étais peut-être pas conscient dans ce temps-là, mais aujourd'hui, on dirait, je me dis, hey, c'est vrai. Je suis content d'avoir vécu ça, le processus là, de semer, de sarcler, de récolter, de mettre dans la grosse boîte du truck, d'aller au marché central à 4 heures du matin, vendre ton stock, revenir, puis continuer. Ça, ce cycle-là. Puis j'aime beaucoup l'agroécologie. Aujourd'hui, je suis en train justement de lire un autre livre merveilleux de Pierre Rabhi, qui est... c'est extraordinaire son histoire. Et lui, il nous ouvre les yeux sur justement l'importance de l'agroécologie. C'est utiliser juste assez d'eau pour faire pousser, pas submerger, tu sais. Comme utiliser juste... Lui, je pense qu'il parle même pas d'engrais, là. L'agroécologie, c'est vraiment... une simplicité volontaire de l'agriculture. Ouais. On est glouton, hein. On est glouton, puis l'agriculture, la monoculture, c'est ça qui magane les rivières, là, tu sais. C'est pour ça pourquoi on peut plus se baigner dans la Yamaska? Oui, mais non seulement on est glouton, mais je pense qu'on est capricieux aussi. Ne serait-ce que pour l'esthétique des légumes, des fruits, on est rendu là. Hey, écoute, l'autre jour, j'ai vu un monsieur, j'ai pas pu me retenir d'y parler. Je pense qu'il a tâté toutes les bananes qu'il y avait dans le rack à bananes. S'il m'écoute, il va se reconnaître. Mais j'étais là, mon Dieu, mais il les a toutes tâtées. Puis je disais, vous cherchez des bébites? J'ai dit ça de même, vous cherchez des bébites? Il dit non. Puis il était un peu surpris que je l'intercepte comme ça, je l'interpelle comme ça. Il cherchait des bananes qui n'avaient pas de poc noir dessus. Il y avait des bananes toutes jaunes. Pourtant, plus sont brunes, plus sont remplies de vitamines. Apparemment, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que molles, brunes, on les aime moins. C'est plus sucré. Mais vertes non plus, on est capricieux. Vraiment. Mais en tout cas, j'en revenais pas, ils ont toutes tâté. Une chance que c'était pas des pommes sur lesquelles, tu sais, les bananes, tes épluches. Ouais. Mais je trouvais ça, oui, on est capricieux. Les carottes, il faut qu'ils soient bien droites. Les patates, puis... c'est spécial. Mais je suis content d'avoir vécu ça avec mon grand-père, aller au marché, puis travailler tout ça. Puis là, quand je lis du Pierre Rabhi, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais, nos ancêtres se sont obstinés là, à faire pousser de quoi ici. Pas ici à Montérégie, parce que c'était considéré comme le grenier du Canada, hein, le grenier à grains. Grenier à grains, c'est pléonasme, ça? Ça se dit. Ça se dit, merci. Grenier à grains, absolument. Un grenier à grains. Mais on comprend ça, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça vient. Les enfants, moi, je suis terrorisé par... pas terrorisé, mais... À un moment donné, j'ai été terrorisé parce que j'avais un plastique, là, un bruit de sac que j'ai ouvert, puis là, les enfants se sont approchés. Parce qu'ils entendaient le bruit du sac, je me disais, mon Dieu, ce serait fun si c'était la salade qui vous attirait comme ça, mais c'était le bruit du sac. Et, il n'y a plus de connexion. Il y a moins avec la moins terre. De connexion. Pierre Rabhi, il dit que bientôt on ne dira plus bon appétit, on va dire bonne chance. Oh my God! C'est pas drôle, ça? C'est de l'humour noir. Mais oui, mais il y a une forme de raison là-dedans. En tout cas, il y a sûrement une chose que tes grands-parents n'ont pas cultivée, et c'est la marijuana. J'espère bien. Oui. Et toi, ton avis sur la légalisation du pot, c'est quoi? Moi, je suis bien content que ce soit... bien content. Décriminalisé. Tout ça décriminalisé, oui, tout ça. Et je trouve ça complètement ironique que à la prison ici de Sorel-Tracy, on emprisonnait des gars à cause de leur possession de marijuana. Puis aujourd'hui, ils vont faire pousser la marijuana dans ce même endroit-là. Vous trouvez pas ça un peu... ironique. Ironique, paradoxal, en tout Oui. cas. Moi, je trouve que j'en ai fait une chanson. Oui, Justin Join. Oui, Justin Join, parce que c'est à la mémoire de Justin qui a tenu promesse. Mais la chanson ne parle pas nécessairement du cannabis, parce qu'elle parle plutôt qu'il y aurait eu d'autres choses à légaliser ou à arranger, et dont le vote proportionnel, le scrutin proportionnel, c'est ça que j'aurais souhaité, moi. C'est ça que j'aurais souhaité qu'il arrive. Mais la marijuana, c'est une belle herbe naturelle. Moi, en tant qu'ancien hippie, c'est sûr, j'ai goûté à ça. T'en as consommé, j'en ai consommé, puis j'en ai mangé déjà. Je suis comme pas... j'ai rien contre ça, tu sais. Le seul argument contre ça, c'est l'abus.
Ou l'abus, puis le dosage de THC qui a peut-être changé avec les années aussi. Ouais, ben ça, tu vois, c'est des gens qui veulent faire du profit à outrance, tu sais, avec ça. Je trouve ça malheureux, mais il y en a dans tous les secteurs des produits de consommation. Oui. Il y a tout le temps, tu sais, les boîtes de céréales, ils sont colorés pour plaire aux enfants, puis ils sont installés à la hauteur où les enfants passent pour qu'ils puissent les choisir. Troisième rangée, oui. Ouais, c'est ça, tu connais ça. Je n'ai deux. Alors, le cannabis, moi, je pense que fumer, c'est pas conseillé. Ouais, c'est pas conseillé. Puis, j'ai été longtemps porte-parole anti-tabac. Je sais ce que ça fait aux poumons. Ça, c'est une inquiétude. Si tu te mets à voir des jeunes fumer, ça, c'est... Mais il y a des belles soupes, il y a des brownies. Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire. C'est le fun que les gens vont pouvoir peut-être découvrir que... Toutes sortes de recettes. Ben que cette herbe-là n'est qu'une herbe joyeuse. Oui. Je veux dire, dans le fond, là... Tout comme il existe aussi des champignons joyeux. Voilà, puis le gingembre, c'est bon pour la circulation. Oui. Puis l'ail, c'est bon pour éloigner les autres. C'est naturel. C'est naturel. JC, ça fait longtemps que je veux t'entendre à la guitare, mais au ukulélé aujourd'hui. Wow! Donc, vas-y en prestation de ce pas. En prestation de Justin Join? Oui. C'est ça que tu... Ou de ce que tu veux, écoute. Ben, c'est-à-dire que... You're the boss. Vu qu'on en parle, Justin Join, puis c'est ça, comme je te disais, j'ai écrit ça pour le scrutin proportionnel. Oui. Puis je trouvais que c'était drôle aussi. Justin Join, Justin l'a fait, après l'avoir promis. Avouez que c'est un exploit, exprimez votre joie. Une promesse en l'air qui peut tomber à l'eau. Mais la réforme du scrutin, faudra attendre à demain. Encore un petit peu trop de crétins pour qui tout est beau, ne changez rien. Ça ferait pas mal plus de bien que juste un joint, juste un petit vote proportionnel. Puis toute ta business reprendrait du poil. Juste un joint, pour oublier toutes les promesses qu'on nous a faites, à moins qu'on ait rêvé. La loi est pas passée, on est déjà sur le party. Et tu es en train de me dire, worry pas ton brain avec ça. Kinder Morgan à Tabasca, comment est-ce qu'on peut avaler ça depuis les seules filles à Paris? C'est fou ce qui est tombé dans l'oubli, mais fallait pas l'oublier trop. Et ça, il s'en rappelle comme faux. Juste un joint, Justin l'a fait après l'avoir promis. Avouez que c'est un exploit, applaudissez le roi. Une promesse en l'air qui est pas tombée à l'eau. Notre jeune première est bien intentionnée. Bravo pour Keystone. Everybody must get stoned. Merci. Live. Écoute, merci énormément. Merci à toi d'être venu nous voir. Belle entrevue, je suis content. Très heureuse de te recevoir. Ouais, au plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, prochaine émission, on reçoit Jean-Marie Lapointe. On va sur le terrain pour l'interviewer. Manquez pas ça. À la prochaine capsule. Salut Jean-Marie. Oui. Oui, c'est bon.